Mon nom est André Vasconcelos. Je suis médecin depuis plus de 20 ans et une grande partie de ma trajectoire s'est construite au sein des unités de soins intensifs. Un environnement où chaque minute peut être décisive et chaque décision peut déterminer le destin d'une vie. Depuis les premières années de la faculté, je sentais déjà que mon chemin serait lié à ces moments extrêmes où la médecine est mise à l'épreuve face à la fragilité humaine. Au début, je croyais que la réponse à tout se trouvait dans les protocoles, les examens de laboratoire et les machines. Après tout, c'est ce que j'ai appris pendant des années d'études. Mais à mesure que les cas s'accumulaient, j'ai compris que la pratique médicale est bien plus complexe. Il existe des situations où les chiffres indiquent une direction, mais ce qui se passe sous nos yeux n'entre dans aucune explication logique. C'est dans cet espace, entre ce que la science peut mesurer et ce qu'elle ne parvient pas à comprendre, que se produisent certains des épisodes les plus marquants de ma vie. Au long de ma carrière, j'ai été témoin d'histoires que je n'oublierai jamais. J'ai vu des patients dans un état critique se rétablir de façon inattendue, contredisant toutes les statistiques. J'ai aussi vu des familles qui se préparaient à dire adieu, devenir les témoins de quelque chose qui semblait impossible. Ces moments ne défient pas seulement nos connaissances, ils nous enseignent aussi l'humilité. Aussi loin que la médecine progresse, il y aura toujours des mystères que nous ne saurons pas entièrement déchiffrer. C'est précisément pour cela que j'ai décidé de partager ici certaines de ces histoires. Je veux que vous, qui m'écoutez, sachiez qu'au-delà de la science, il existe aussi la dimension humaine et spirituelle qui entoure chaque cas. Peu importe que vous croyiez au miracle ou que vous préfériez parler de coïncidence, ce que je vais raconter, ce sont des histoires réelles, vécues par moi et par tant un collègue confronté au quotidien hospitalier. Des histoires qui m'ont amené à repenser ma profession, ma foi, et même la limite de ce que nous pouvons appeler une explication rationnelle. En ouvrant cet espace, mon souhait est simple, que chaque récit ne soit pas seulement un rapport médical, mais aussi une opportunité de réflexion. Parce qu'à l'hôpital, nous apprenons que la vie est imprévisible, fragile et en même temps incroyablement résistante. Et, par-dessus tout, nous apprenons que l'espérance est l'un des remèdes les plus puissants qui existent. Il a lutté pour la vie, et la science avait déjà abandonné. Mais à cet instant où tout semblait perdu, quelque chose est arrivé. Quelque chose qui, encore aujourd'hui, me fait questionner les limites de la médecine et croire qu'il existe bien plus que ce que nous parvenons à expliquer. Avant de commencer cette histoire, je dois vous demander de l'aide. Si vous aimez ce type de récit réel, qui mélange médecine, émotion et espérance, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. C'est essentiel pour que vous ne manquiez aucun contenu que nous allons partager ici. De plus, j'ai besoin d'au moins 100 commentaires pour que YouTube diffuse cette vidéo à davantage de personnes. Alors écrivez dans les commentaires « Je crois au miracle ». Cette phrase simple peut faire la différence pour que plus de gens entrent en contact avec une histoire capable d'éveiller la foi et l'espérance au milieu de la douleur. Maintenant, laissez-moi vous conduire au début de ce récit. Imaginez un couloir froid d'hôpital en pleine nuit. Le son constant des moniteurs cardiaques se mêle au bourdonnement discret des appareils de ventilation mécanique. C'est le décor typique d'une unité de soins intensifs. Un lieu où chaque lit abrite une bataille silencieuse entre la vie et la mort. C'est exactement dans cet environnement que j'ai rencontré Marcos, le patient que vous allez suivre dans cette histoire. Mais avant de le présenter en détail, je veux que vous vous mettiez, l'espace d'un instant, à la place de celui qui entre dans ce couloir. La sensation est que le temps y fonctionne différemment. Pour certains, chaque minute est une éternité, marquée par l'angoisse de l'attente. Pour nous, professionnels, c'est un tourbillon de décisions rapides, où il n'y a pas de place pour l'erreur. Et pourtant, malgré toute l'expérience que nous accumulons, il y a des moments qui nous surprennent et montrent clairement que nous ne contrôlons pas tout. Cette nuit-là, en étant appelé pour évaluer l'état de Marcos, je savais déjà que ce ne serait pas un cas ordinaire.
Le visage inquiet de l'équipe, les regards tendus des infirmiers et le silence lourd dans l'air dénonçaient que nous étions face à quelque chose de grave. Pourtant, je n'imaginais pas à quel point cette histoire allait marquer non seulement la vie du patient et de sa famille, mais aussi ma propre vision de la profession que j'ai choisie. Marcos est arrivé jusqu'à nous dans une situation critique, presque sans force pour lutter. Mais comme vous le verrez, ce qui semblait n'être qu'une fin tragique de plus dans la routine hospitalière s'est transformé en l'un des moments les plus inexplicables que j'ai jamais vécus. Et c'est cela que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors préparez-vous. Ce n'est pas seulement une histoire d'hôpital, c'est un récit sur l'espérance, sur les limites de la science et sur la façon dont, parfois, la vie trouve une manière de se manifester même lorsque tous les signes disent le contraire. Marcos avait 46 ans, un homme ordinaire, de ceux que vous pourriez croiser en marchant dans la rue, en prenant un café dans une boulangerie de quartier ou en riant avec des amis autour d'une conversation. Il travaillait comme technicien en électronique et était connu parmi ses collègues pour son dévouement et la manière méticuleuse avec laquelle il résolvait les problèmes. Un perfectionniste né, qui trouvait toujours des solutions aux défis les plus compliqués des machines, mais qui, ironiquement, affrontait maintenant l'énigme la plus grande de sa propre vie, l'effondrement de son propre corps. Il n'était pas du genre à fréquenter les hôpitaux. Au contraire, il évitait les médecins, croyant que sa résistance naturelle et quelques soins de base suffiraient à le maintenir en bonne santé. Marié, père de 2 adolescentes, Marcos était décrit par son épouse, Luciana, comme un homme de peu, de mots, mais au cœur généreux. Quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup de sentiments, mais qui démontrait son amour par de petits gestes, en préparant le café le matin, en réparant ce qui se cassait à la maison, dans l'étreinte silencieuse lorsqu'il percevait qu'un membre de la famille avait besoin de soutien. Cette semaine-là, pourtant, tout avait changé. Cela commença par une légère fièvre, qu'il insista à ignorer. « Ce doit être juste un rhume », dit-il à sa femme, refusant de consulter. Le 2e jour vinrent les frissons, la faiblesse et une toux sèche qui ne cessait pas. Malgré cela, Marcos alla travailler, croyant que cela passerait vite. Mais la situation s'aggrava rapidement. À la fin du 3e jour, il ne pouvait presque plus se lever du lit, respirait avec difficulté et montrait des signes clairs que quelque chose de plus sérieux se produisait. Luciana, inquiète, n'hésita pas. Elle appela une ambulance et insista pour que son mari soit conduit à l'hôpital. À son arrivée, Marcos présentait des signes d'insuffisance respiratoire grave. La saturation en oxygène était dangereusement basse et sa peau commençait déjà à prendre une teinte pâle bleutée qui révélait la gravité de la situation. Pour ceux qui ont l'habitude des urgences, un simple regard suffisait pour comprendre. Il était en danger imminent de mort. Tandis que les infirmiers le préparaient, Luciana restait dans la salle d'attente, serrant ses filles dans ses bras. La peur dans ses yeux était là, même que j'ai vu des centaines de fois chez les familles qui attendent des nouvelles. C'est un regard qui mélange désespoir et espérance, comme si chaque minute était une torture. Au fond, tout le monde sait que, dans ces situations, la ligne entre la vie et la mort est bien plus mince que nous l'imaginons. C'est dans ce contexte que j'entrais dans l'histoire. Quand j'ai reçu l'appel de l'équipe des urgences pour évaluer le patient, je ne connaissais pas encore son nom. Seulement, homme d'âge. Moyen en état critique, instable, nécessitant un soutien immédiat. Mais en arrivant au lit et en voyant cet homme haletant, luttant de toutes ses forces pour remplir ses poumons d'air, j'ai compris que ce ne serait pas un cas de plus. C'était une vie entière en jeu. L'histoire d'un père, d'un mari, d'un homme qui, il y a quelques jours à peine, menait une vie ordinaire et qui se retrouvait maintenant face à un ennemi invisible qui le laissait au bord de l'effondrement. L'hôpital, avec toute son infrastructure, sa technologie et ses protocoles étaient prêts à le recevoir. Mais comme j'allais l'apprendre dans les heures suivantes, le savoir et les ressources disponibles ne suffisent pas toujours à expliquer ce qui est sur le point d'arriver. Quand je suis arrivé au chevet de Marcos, le tableau était déjà d'une urgence maximale. Les moniteurs sonnaient à un rythme irrégulier, chaque signal indiquant que nous étions face à un organisme en plein effondrement. La saturation oscillait,
dangereusement entre 78% et 82%, bien en dessous du minimum acceptable pour soutenir ses fonctions vitales. Il respirait avec effort, chaque inspiration ressemblant à une bataille contre un ennemi invisible. L'équipe infirmière avait déjà administré de l'oxygène à haute concentration, mais malgré cela, l'état ne s'améliorait pas. Son corps tremblait, non seulement à cause des frissons de la fièvre, mais aussi à cause de l'effort extrême pour rester en vie. Les yeux mi-clos, la sueur froide, coulant sur son front, et l'expression d'épuisement transmettaient la dimension du combat qui se livrait là. Nous avons rapidement réalisé les examens initiaux. Le résultat indiquait un tableau de pneumonie bilatérale sévère, déjà en évolution vers une insuffisance respiratoire aiguë. C'était comme si les poumons de Marcos avaient été envahis par une tempête qui ne laissait aucun espace pour que l'air circule. La radiographie montrait des taches étendues, indiquant qu'une grande partie du tissu pulmonaire était compromise. Il était temps d'agir vite. Nous avons décidé l'intubation orotrachéale, une procédure invasive mais indispensable pour garantir que l'oxygène parvienne efficacement aux poumons. Je me souviens du regard de Marcos quelques secondes avant la sédation. Un regard chargé de peur, mais aussi d'abandon, comme quelqu'un qui sait qu'il confie sa vie à des mains inconnues. C'est toujours l'un des moments les plus difficiles, autant pour le patient que pour nous, médecins. Car même si nous expliquons la procédure, au fond, chacun sait que c'est une ligne ténue. Certains se réveillent après l'intubation, d'autres, malheureusement, non. Pendant que le tube était positionné, Luciana attendait dehors. Elle ne savait pas encore que l'état de Marcos était aussi grave, mais elle le pressentait. Les familles ont ce don, cet instinct. Quand j'ai enfin pu lui parler, j'ai compris qu'il n'y avait pas moyen d'adoucir trop la situation. Je lui ai dit que son mari était dans un état critique, que nous aurions besoin de tous les moyens disponibles et que malgré cela, le pronostic restait réservé. Les larmes ont coulé en silence et l'étreinte de ses filles a été le seul réconfort qu'elle a trouvé à cet instant. Au cours des heures suivantes, la crise s'est intensifiée. Malgré la ventilation mécanique, les paramètres montraient que les poumons de Marcos ne répondaient pas bien au soutien. Il est entré en choc septique, une réaction dévastatrice où le corps, en tentant de combattre l'infection, finit aussi par s'attaquer à lui-même. Sa tension a chuté, exigeant l'usage de drogues vasoactives pour maintenir la circulation. La fonction rénale a commencé à faillir et nous avons rapidement dû envisager la dialyse. Sur le moniteur, chaque chute brutale des chiffres ressemblait à un coup de poing dans l'estomac. La salle se remplissait de professionnels, infirmiers, kinésithérapeutes respiratoires, médecins de différentes spécialités. Chacun savait ce qu'il devait faire, et pourtant l'état continuait de se détériorer. C'était comme si nous essayions de retenir un barrage prêt à se rompre avec des mains nues. La médecine, à ce stade, avait offert tout ce qu'elle pouvait. Antibiotiques puissants, ventilation avancée, médicaments pour soutenir le cœur, assistance aux organes vitaux. Mais rien ne semblait suffisant. Je regardais Marcos et en silence, je me demandais s'il aurait la force de résister. La sensation était que nous étions face à une issue inévitable. Et c'est toujours la partie la plus douloureuse de notre profession. Lorsque tous les efforts semblent vains et que le patient commence à glisser entre les doigts de la vie. Le conflit n'était pas seulement clinique, mais aussi humain. L'équipe était épuisée, mais personne ne voulait abandonner. La famille, dehors, priait en silence, s'accrochant à n'importe quel signe d'espérance. Et moi, en tant que médecin, je devais garder mon calme, tout en sentant intérieurement le poids de chaque chiffre qui chutait sur le moniteur. C'était le point de tension maximal. Tout indiquait que nous étions sur le point de perdre Marcos. Mais c'est justement à cet abîme, quand la science semblait avoir épuisé ses outils, que quelque chose de totalement inattendu a commencé à se produire. L'horloge marquait 3h20 du matin. L'ambiance de l'unité de soins intensifs était chargée de ce silence lourd, interrompu seulement par les alarmes intermittentes des machines. Chaque
Seconde, les chiffres du moniteur hurlaient une vérité cruelle. Le corps de Marcos était en train de céder sous nos yeux. La tension artérielle, même avec de fortes doses de médicaments vasoactifs, chutait de façon préoccupante. La saturation en oxygène oscillait à des niveaux critiques, incapables de maintenir la vie encore longtemps. Le cœur, irrégulier, battait comme un tambour fatigué, prêt à s'arrêter d'un instant à l'autre. J'avais déjà été témoin de ce scénario d'innombrables fois. Et, pour être sincère, cette nuit-là, tout pointait vers le même dénouement. L'équipe était prête à entamer les manœuvres de réanimation. Le chariot d'arrêt cardiaque avait déjà été positionné à côté du lit. Ce n'était plus qu'une question de minutes avant que la ligne du moniteur ne se transforme en un trait continu. Et nous savions tous ce que cela signifiait. Mais c'est justement à ce moment-là, quand l'inévitable semblait sur le point d'arriver, que quelque chose d'inhabituel a commencé à se manifester. D'abord, un détail presque imperceptible. La saturation qui chutait comme un ascenseur en chute libre s'est stabilisée pendant quelques instants. Nous nous sommes regardés, sans comprendre si ce n'était qu'une panne de l'appareil. J'ai ajusté les câbles, vérifié les connexions, mais il n'y avait pas d'erreur. Le chiffre restait là, stable, comme si quelque chose avait interrompu la chute. Ensuite, le tracé cardiaque, auparavant chaotique et irrégulier, a commencé à se réorganiser. Lentement, mais de façon constante, les battements reprenaient un rythme, comme si le cœur avait trouvé des forces dans un endroit que nous ne connaissons pas. L'air dans la salle changea. Tous les présents le sentirent. C'était comme si une énergie différente avait envahi l'ambiance, une force que personne d'entre nous ne pouvait expliquer. Les infirmiers, habitués aux situations extrêmes, se sont regardés en silence. Certains ont froncé les sourcils, d'autres ont simplement inspiré, profondément incrédules. Et puis est venu le plus énigmatique. Marcos, sédaté, inconscient et au bord de l'effondrement, a présenté un léger mouvement. D'abord dans les mains, puis sur les lèvres. De petits signes, trop subtils pour n'être que des réflexes. J'ai vu beaucoup de patients dans des conditions critiques, mais il y avait là quelque chose de différent. Cela ne ressemblait pas à un acte involontaire. C'était comme si, d'une certaine façon, il essayait de dire « ce n'est pas fini ». À ce moment, la sensation était que nous étions face à quelque chose qui ne tenait pas dans les protocoles médicaux. Ce n'était pas seulement l'amélioration discrète des chiffres, c'était un changement dans l'atmosphère même, une tension électrique dans l'air, comme si la salle était devenue la scène de quelque chose de plus grand. Et c'est là que j'ai compris. L'histoire de Marcos était sur le point de prendre un tournant qu'aucun de nous n'attendait. Ce qui s'est produit dans les heures qui suivantes n'a pas seulement changé le destin de cet homme, mais a aussi défié tout ce que je croyais savoir sur la médecine. Mais je ne vais rien révéler pour l'instant. Ce qui est venu ensuite a été si surprenant qu'encore aujourd'hui, des années plus tard, je me surprends à revisiter mentalement cette nuit, en cherchant une explication. Et peut-être que, justement parce que je n'en trouve pas, cette histoire reste si vivante en moi. Ce que vous devez savoir, c'est que, à cet instant où la science avait déjà abandonné, Marcos a donné son premier signe qu'il n'était pas prêt à partir. Un signe qui allait tout changer. Alors que nous observions ces signes inattendus dans le corps de Marcos, un silence différent envahit la salle. Ce n'était plus le silence lourd d'avant, quand tous attendaient le pire. C'était un silence chargé d'attente, comme si chacun de nous savait que quelque chose était en train de se passer et n'osait pas l'interrompre. La science nous enseigne à chercher des explications rationnelles à tout. Chaque valeur du moniteur, chaque réaction physiologique, chaque réponse du corps doit correspondre à un mécanisme connu. Mais, face à Marcos, cette logique semblait insuffisante. J'avais déjà lu des récits de cas improbables, ceux qui défient les statistiques et entrent dans la liste des miracles médicaux. Mais les voir se produire sous ses propres yeux est une expérience totalement différente. Je me souviens d'avoir fixé mon regard sur ces mouvements discrets, la contraction subtile de la main, le léger tremblement des lèvres, et de sentir un frisson parcourir mon dos. Il était impossible d'affirmer avec certitude ce que cela signifiait. Mais au fond de moi, une sensation claire est apparue. Il se battait.
Même inconscient, même sous l'effet des sédatifs, même avec ses organes en défaillance, quelque chose en Marcos insistait pour rester présent. Et c'est ici que je veux ouvrir une parenthèse pour vous qui m'écoutez. Combien de fois avons-nous entendu parler de la force de l'esprit, de la foi, de la volonté de vivre ? La médecine, malgré tous ses progrès, ne peut pas encore mesurer ces facteurs avec précision. Il n'existe pas d'examen capable de quantifier l'espérance. Il n'existe pas d'IRM capable de montrer la décision intime de quelqu'un de ne pas abandonner. Mais au fond, nous savons tous que cela existe. Je l'ai vu se produire d'innombrables fois. Et cette nuit-là, devant Marcos, je le voyais encore. Je ne dis pas que les médicaments, les appareils et les soins de l'équipe n'ont pas été fondamentaux. Bien sûr qu'ils l'ont été. Sans eux, il n'aurait pas résisté jusque-là. Mais il se passait quelque chose de plus, quelque chose qui n'était pas entre nos mains, quelque chose qui dépassait la barrière de la technique et touchait directement au mystère de la vie. En réfléchissant à cela, je me suis souvenu de l'épouse de Marcos, Luciana, qui attendait dehors. Je savais que si je lui parlais à ce moment-là, je n'aurais pas de réponse à lui donner. Je pourrais lui dire qu'il réagissait de façon inattendue, qu'il y avait des signes prometteurs, mais je n'aurais pas su expliquer pourquoi. Et c'est peut-être là l'une des parties les plus difficiles du métier de médecin, admettre que nous n'avons pas toujours toutes les réponses. L'équipe, encore en alerte, a commencé à travailler avec une énergie renouvelée. Chaque réglage du ventilateur mécanique, chaque soin infirmier, chaque surveillance était désormais réalisé avec une dose supplémentaire d'espérance. Car même si nous essayons de rester rationnels, il était impossible de ne pas sentir que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Et je savais, au fond de moi, que ce n'était encore que le début. La nuit gardait encore des rebondissements. Ce qui semblait improbable était devenu possible. Mais cela allait-il suffire? Cette question résonnait en moi à chaque minute. Et c'est précisément elle qui m'accompagnerait. Dans les heures suivantes, quand Marcos allait nous montrer d'une manière encore plus impressionnante jusqu'où peut aller la force de la vie lorsqu'elle refuse de s'éteindre. Les heures suivantes furent un véritable champ de bataille. Chaque chiffre sur le moniteur semblait porter le poids d'une sentence. Marcos avait surpris tout le monde en stabilisant des signes qui annonçaient déjà la fin, mais cela ne signifiait pas que nous étions hors de danger. Au contraire, ce n'était que le début d'une nouvelle phase, encore plus délicate. La saturation, qui chutait auparavant, commençait à se maintenir à des niveaux minimalement acceptables. Le cœur, fragile et irrégulier, présentait désormais un rythme plus ferme. Mais, malgré ces signes, il y avait une oscillation constante, comme si la vie jouait avec cette ligne ténue entre résister et céder. Un instant, il semblait réagir, l'instant d'après, il retombait. Pour tout médecin, ce type d'instabilité est angoissant. Alors que nous ajustions les paramètres de la ventilation, je me souvenais de l'expression de Luciana dans la salle d'attente. Elle ne savait pas ce qui se passait, n'avait aucune idée des petites victoires qui surgissaient chaque heure. Tout ce qu'elle savait, c'est que son mari luttait. Et en effet, c'était le mot qui définissait le mieux ce moment. Une lutte, non seulement contre l'infection, contre la défaillance des organes, mais aussi contre quelque chose qui allait au-delà du biologique. Une lutte intime, livrée dans un territoire invisible pour nous. Les infirmiers commencèrent à remarquer des détails subtils. Lorsque nous diminuions la sédation quelques instants, Marcos présentait des réactions inattendues, des mouvements discrets, des signes neurologiques préservés qui ne correspondaient pas à l'image d'un patient en effondrement aussi profond. C'était comme s'il essayait, d'une certaine façon, de revenir, de se reconnecter au monde qui l'entourait. Mais la médecine est implacable. Avec les signes d'amélioration, venaient aussi de nouveaux risques. La tension artérielle oscillait dangereusement, exigeant des ajustements constants. La fonction rénale continuait de faillir, ce qui nous obligea à initier la dialyse. Chaque décision ressemblait à une corde tendue au-dessus d'un abîme. Et c'est dans ce scénario d'incertitude qu'un épisode marquant se produisit. Au cours d'une des nuits suivantes, tandis que nous surveillions ces signes, Marcos eut une chute brutale du rythme
Ou cardiaque. Le moniteur déclencha une alarme assourdissante. Nous avons couru pour intervenir. L'équipe s'est mise en place pour commencer la réanimation. Mais, de façon presque inexplicable, avant même que nous n'appliquions le premier choc électrique, le cœur reprit seul son rythme. Cela fut rapide, comme si quelque chose avait ravivé cette étincelle de vie. Les regards se croisèrent. Il était impossible de ne pas sentir le mystère planer sur ce lit. J'avais déjà vu des patients se rétablir après des manœuvres intensives de réanimation, mais je n'avais jamais assisté à un cœur en effondrement retrouver son rythme de manière aussi abrupte, sans intervention directe. Cette succession d'événements me bouleversait profondément. En tant que médecin, je devais rester rationnel, concentré sur les conduites techniques. Mais en tant qu'être humain, il était impossible de ne pas réfléchir. Ce qui se passait avec Marcos ne se limitait pas aux frontières de la physiologie. C'était comme si quelque chose de plus grand le soutenait, même quand tous les paramètres insistaient à l'abattre. Et ainsi passèrent les jours. Chaque matin, en entrant dans l'unité de soins intensifs, la sensation était la même. Marcos défiait la logique, prolongeant sa lutte au-delà de ce que n'importe quelle statistique aurait pu prévoir. Nous ne savions toujours pas quel serait le dénouement. Il existait des risques graves, des séquelles possibles, et la ligne entre la vie et la mort restait fragile. Mais une chose était certaine, il n'était pas disposé à abandonner. Et c'est précisément dans ce contexte, alors que nous croyions déjà avoir tout vu, que se produisit le tournant le plus surprenant de cette histoire. Un tournant qui n'allait pas seulement changer le destin de Marcos, mais aussi marquer tous ceux qui en furent témoins. Ce furent des jours de tension continue. Marcos demeurait sous soins intensifs, soutenu par les machines, les médicaments et une équipe qui avait déjà dépassé les limites de l'épuisement. Chaque amélioration paraissait fragile, chaque rechute donnait l'impression que nous revenions à zéro. C'était comme regarder un funambule avancer lentement sur une corde raide, avec le vide toujours à l'affût. Mais alors, le 7e jour d'hospitalisation, quelque chose se produisit. J'étais dans l'unité de soins intensifs, en train de revoir des dossiers, quand j'entendis une agitation différente au fond de la salle. Ce n'étaient pas des alarmes d'urgence, ni une course désespérée. C'était un murmure discret, presque contenu, comme si personne n'osait croire ce qu'il voyait. Je m'approchai du lit de Marcos et vis ses yeux entr'ouverts, essayant de s'ajuster à la lumière. Il était encore connecté au ventilateur mécanique, mais il y avait là une lueur que je ne m'attendais pas à trouver. Ce n'était pas un simple réflexe ou un mouvement involontaire. C'était de la conscience. C'était de la présence. C'était comme si, après des jours de silence profond, Marcos revenait enfin dans le monde des vivants. Nous avons suspendu une partie de la sédation pour mieux évaluer. Il a répondu, d'abord par un battement de paupières à des questions simples, puis par des mouvements subtils des mains, comme s'il cherchait à communiquer. L'équipe, incrédule, échangea des regards qui n'avaient pas besoin de mots. Nous savions que des patients dans des conditions aussi critiques, même lorsqu'ils survivent, mettent souvent des semaines à présenter des signes neurologiques au clair. Mais là, il était, surprenant tout le monde. Les jours suivants furent une escalade impressionnante. Le soutien hémodynamique commença à être réduit. La dialyse, auparavant indispensable, montrait déjà des signes de pouvoir être interrompue prochainement. Chaque examen apportait des résultats qui défiaient le pessimisme initial. C'était comme voir un corps se reconstruire sous nos yeux. Et pourtant, il y avait plus que la biologie en jeu. Je le voyais non seulement dans les chiffres, mais dans l'atmosphère autour du lit. Les infirmiers qui accompagnaient Marcos quotidiennement parlaient de la force inhabituelle qu'il ressentait dans cette chambre. Luciana, son épouse, en entrant pour les visites, pleurait en silence, mais décrivait une sensation étrange. « Docteur, on dirait que quelqu'un est ici avec nous, qui veille sur lui, en plus de vous. » Et je comprenais ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas seulement la technique, ce n'était pas seulement les médicaments. Quelque chose d'invisible soutenait cet homme. Quand nous avons enfin réussi à réduire la ventilation et à commencer le processus d'extubation, la scène fut inoubliable.
Au moment de retirer le tube, nous nous attendions seulement à une respiration fragile, hésitante. Mais Marco s'inspira profondément comme quelqu'un qui reprend non seulement l'air, mais aussi la vie elle-même. Ses yeux s'ouvrirent complètement et une larme coula discrètement au coin de son visage. À cet instant, j'ai compris. Il était de retour. Bien sûr, cela ne signifiait pas que la lutte était terminée. La récupération serait encore longue, pleine de risques et d'incertitudes. Mais ce que nous avons vu à ce moment-là fut le tournant définitif. L'impossible s'était transformé en réalité sous nos yeux. Et le plus impressionnant restait encore à venir, quelque chose qui allait non seulement confirmer la survie de Marcos, mais aussi laisser une marque profonde en chacun de nous qui avions été témoins de cette épreuve. Peu de scènes dans ma carrière m'ont marqué autant que ce matin où Marcos a respiré seul pour la première fois, après des jours de dépendance absolue aux machines. L'équipe, habituée à l'usure émotionnelle des soins intensifs, n'a pas pu contenir ses réactions. Des infirmiers qui exprimaient rarement leurs émotions laissèrent échapper de discrets sourires. L'une des aides-soignantes, qui avait suivi chaque garde depuis son arrivée, essuya une larme en notant les signes vitaux. C'était comme si nous étions tous témoins de quelque chose qui dépassait la routine médicale. Mais rien ne se comparait au moment où la famille fut autorisée à entrer. Je me souviens de Luciana, traversant la porte de l'unité avec des pas hésitants, les mains tremblantes serrant les bras de ses deux filles. Elle s'attendait à trouver un corps immobile, fragile, encore perdu dans le silence des machines. Mais quand elle vit Marcos s'éveiller, les yeux humides et la poitrine se soulevant par sa propre force, elle s'arrêta au milieu du couloir. Pendant un instant, elle semblait incapable de croire ce qu'elle voyait. Les filles coururent jusqu'au lit, et même si les protocoles n'autorisaient pas les étreintes à ce moment-là, elles se penchèrent autant qu'elles purent, tenant les mains de leur père comme si elles ne voulaient plus jamais les lâcher. Marcos, encore faible, répondit à la pression. Ce fut un geste simple, mais chargé de sens. Une rencontre entre la vie et ceux qui n'avaient jamais cessé de croire à son retour. Les pleurs de Luciana emplirent l'ambiance. Ce n'était pas un pleur de désespoir, mais de soulagement, de gratitude, de victoire après des jours où la mort semblait inévitable. Beaucoup de familles remerciaient l'équipe médicale dans de telles situations, mais à ce moment-là, ses paroles furent différentes. Me tenant la main, elle dit « Docteur, je savais qu'il reviendrait. Je n'avais pas d'explication, mais je le savais. » Et cette phrase est restée gravée en moi, car en réalité, il n'y avait pas d'explication scientifique suffisante pour justifier une récupération aussi rapide, une amélioration aussi constante d'un état qui avait déjà franchi les limites critiques. C'était quelque chose qui défiait non seulement la médecine, mais aussi notre compréhension de ce qui est possible. La nouvelle du retour de Marcos circula dans l'unité. Des médecins d'autres services passaient près de son lit, curieux de voir de près ce patient qui avait surpris tout le monde. Il murmurait presque comme s'il se trouvait devant un secret gardé par l'hôpital lui-même. Certains parlaient de coïncidence, d'autres de réponses rares. Mais dans le regard de chacun subsistait la même question. N'y avait-il pas quelque chose de plus grand impliqué? Dans les jours suivants, l'impact émotionnel fut aussi fort que l'impact clinique. À chaque visite de la famille, Marcos gagnait un peu plus de force. Il ne parvenait pas encore à parler clairement, mais sa présence était déjà en soi un miracle. L'espérance, qui s'était éteinte, se diffusait maintenant dans l'unité, contaminant non seulement la famille, mais aussi d'autres patients et proches qui entendaient son histoire dans les couloirs. Et pour moi, ce fut l'un des moments les plus révélateurs. Voir comment la récupération d'un seul homme pouvait transformer tout un environnement. Car il ne s'agissait pas seulement d'une victoire individuelle. C'était un rappel pour tous, médecins, infirmiers, patients et familles, que la vie peut surprendre quand on s'y attend le moins. Mais, comme je l'ai dit, ce n'était pas encore la fin. Le dénouement de cette histoire réservait un détail qui allait tout changer et qui, encore aujourd'hui, m'accompagne non seulement comme médecin, mais aussi comme être humain. Les jours qui suivirent l'extubation de Marcos furent un mélange de soulagement et de vigilance constante. Chaque matin,
En entrant dans l'unité de soins intensifs et en le trouvant plus éveillé et plus connecté à sa famille, je sentais que j'étais face à l'un de ces cas qui marquent à jamais la mémoire d'un médecin. Marcos retrouvait lentement la voix, encore enrouée par le tube qui avait soutenu sa respiration. Lorsqu'il réussit à balbutier ses premiers mots, son épouse Luciana pleura comme si c'était la première fois qu'elle l'entendait parler. Il ne dit rien d'extraordinaire, seulement le prénom de sa femme et de ses filles. Mais à ce moment-là, ces mots simples résonnaient comme un miracle. Au fil des jours, son corps reprenait des fonctions que nous croyions perdues. Les reins, qui nécessitaient auparavant la dialyse, commencèrent à répondre. Le cœur, qui avait menacé de s'arrêter, battait maintenant avec fermeté. Et les poumons, si durement touchés par l'infection, montraient une capacité de récupération qui contredisait toutes nos prévisions initiales. Lorsque nous avons enfin quitté l'unité de soins intensifs pour le transférer en service, je me souviens de tout le couloir applaudissant discrètement. Ce n'était pas une habitude de le faire. Après tout, l'hôpital vit chaque jour entre perte et victoire. Mais dans ce cas, tous sentaient qu'il y avait quelque chose de spécial. Marcos n'était pas seulement un patient en convalescence. Il était le symbole que la vie peut résister même lorsque la science s'avoue vaincue. Avant la sortie, j'ai longuement discuté avec lui. Je lui ai demandé s'il se souvenait de quelque chose de cette période où il était sédaté, inconscient, au bord de la mort. Marcos resta silencieux quelques secondes, puis sourit, fatigué, mais serein. « Docteur, je ne sais pas expliquer, mais je sentais que je n'étais pas seul. Je savais que je devais revenir. » Cette réponse me donna des frissons. Comme médecin, je pourrais énumérer toutes les ressources utilisées, les antibiotiques, les machines, le dévouement de l'équipe. Mais au fond, je savais que cela n'expliquait pas tout. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui n'entre pas dans un compte-rendu ou un protocole. Et c'est justement cette réflexion que je veux vous laisser, à vous qui êtes arrivés jusqu'ici en suivant cette histoire. La science est puissante, mais elle n'est pas absolue. Il existe des forces que nous ne pouvons pas mesurer, des moments où la vie insiste pour se manifester, même quand tous les signes disent le contraire. Appelez cela miracle, foi, mystère, peu importe le nom. L'important est de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous guide et parfois nous surprend. Des histoires comme celle de Marcos nous rappellent de ne jamais abandonner complètement, même lorsque les probabilités sont cruelles. Elles nous rappellent que l'espérance est un remède aussi puissant que n'importe quel autre, et que la présence de la famille, l'amour et la foi peuvent être déterminants dans des batailles qui semblent perdues. Et avant de terminer, je veux vous demander quelque chose. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup pour continuer à partager des récits qui unissent science, émotion et mystère. Et, s'il vous plaît, ne partez pas sans laisser un commentaire. Écrivez « Je crois au miracle ». Je veux voir au moins 100 commentaires pour que YouTube diffuse ce message à davantage de personnes qui peut-être ont besoin d'espérance aujourd'hui. Et bien sûr, ne partez pas encore. La prochaine vidéo est déjà disponible sur la chaîne et j'y raconte une autre histoire qui va vous donner des frissons. Une histoire qui montre comment parfois l'inexplicable se produit sous nos yeux. Je suis sûr que vous ne voudrez pas la manquer. Parce qu'au fond, la médecine sauve des vies, mais c'est la vie qui nous enseigne chaque jour que l'impossible peut devenir réalité.